Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue sur Peuple Olympien. Voilà, on attend Florent Lacasse pour un live avec lui. On va discuter de l'impact du Covid. Et ben voilà, il est là déjà, Florent. Il est bien à l'heure. On va tout de suite l'inviter. Voilà, Florent Lacasse qui arrive du coup pour notre live pour Peuple Olympien. Bonsoir, Florent. Coucou, c'était Ça va, correct Florent là? T'es sur le côté en fait. Alors, est-ce que c'est mieux là? En fait, t'es penché dans l'autre sens. Ok. Alors, on va tourner. Ah, ah, Là, on c'est va à l'envers maintenant. à l'envers. Voilà, parfait. C'est bon, Ok, parfait. parfait. Salut Florent, comment tu vas? Très bien. Une journée un peu difficile, mais tout va bien. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Donc, eh ben, Ah, bonjour à tes abonnés et bonjour aussi aux miens. Et on va essayer de creuser un peu vos questions. voilà, bah voilà, hein, on est là donc avec toi. On va faire, je vais te présenter rapidement. Après, on va parler voilà de l'impact du Covid sur le football, comment, enfin surtout sur le physique des footballeurs. On va parler de ton entraînement avec certains jeunes de l'Olympique de Marseille. On va parler de deux, trois joueurs de l'Olympique de Marseille, voir comment tu vois leur évolution physique. Et on va vite fait, on va rapidement évoquer ton avenir, voilà, en tant que préparateur physique. Donc, je vais commencer par te présenter. Tu me diras après si c'est comme ça que tu te vois. Donc, tu es né le 21 janvier 1981 à Paris. Donc, tu es un athlète français spécialiste du 800 mètres, vice-champion du monde junior de 800 mètres, demi-finaliste au championnat du monde de Paris en 2003, sixième au championnat d'Europe de 2006 à Göteborg en Suède. Mais la cerise sur le gâteau reste quand même les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Aujourd'hui, tu es coach en entreprise et préparateur physique. Bienvenue sur Peuple Olympien. C'est parfait, je vois pas ce que je pourrais ajouter. Tu sais, ma carrière est derrière, donc maintenant, donc, tous les titres, c'est honorifique et voilà, c'est juste pour la carte de visite, mais c'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le football. Donc, ben, merci pour la présentation, il n'y a rien à ajouter. Bah parfait alors, très content de t'avoir avec nous. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est simple. Comment un athlète est censé, ou un footballeur est censé se réathlétiser après 2 mois et demi de confinement? Parce que quand tu es en confinement, tu fais quoi? Des simples footings, de la musculation, et rien ne remplace le terrain. Non, il y a une vraie problématique en ce moment, hein, et en plus, enfin, je vais t'amener à une réflexion ou je vais vous amener à une réflexion parce que j'ai un petit peu les deux cas de figure en ce moment. Euh, je pense que la plupart des clubs ont joué le jeu en, en dédiant des préparateurs physiques donc, qui sont salariés des clubs à suivre les joueurs pour la préparation physique. Donc je pense que ça a été plutôt bien appréhendé. Et du coup, ce qui a été fait, en gros, bah, c'est beaucoup de travail foncier parce qu'on ne peut pas faire de qualité. J'imagine bien que euh, l'intensité qui est présente chez les pros sur les terrains chaque matin ou tous les trois matins, tu peux pas la remplacer par autre chose. Donc, il y a eu, à mon avis, du travail et d'explosivité, mais c'est très réduit. Il y a eu beaucoup de travail d'endurance sur ce que j'ai pu savoir. Pas mal de joueurs ont fait beaucoup de tapis, beaucoup de conditions physiques. Mais j'ai envie de dire, c'est plus de la préparation physique générale, c'est pas forcément spécifique. Voilà. Difficile de faire de la pliométrie, difficile de faire du travail d'appui latéral. Et puis, comme tu as dit, l'intensité, elle est restée au vestiaire, l'intensité. C'est ça. Donc, c'est très compliqué. Et il faut prendre aussi un paramètre pour moi en compte, c'est que les joueurs, généralement, les pros, ont 3 semaines dans l'année, c'est-à-dire allez, 3 semaines, un mois de récup maximale. Ça, sur les 5, 6 dernières années, les joueurs qui ont 25, 26 ans, je pense que le Covid, à mon avis, ils l'ont vu comme Hum, une aubaine. C'est-à-dire que c'est un moyen comme un autre de pouvoir avoir des vacances. Euh, et je pense que c'est bien aussi pour le joueur parce que tu sors de 3, 4 saisons où tu as tiré sur les organismes, etc. Pour eux, c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà. D'accord.
Mais on a vu aussi que depuis la reprise, là, après 2 mois et demi, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. En Allemagne, il y avait eu une vingtaine de blessures après seulement 3 journées de reprise. Là, on a vu Arsenal, par exemple, ils ont eu 2 blessés en 15 minutes. Ça a pu être bénéfique, mais il y a quand même eu un réel arrêt dans leur évolution physique. Ouais, forcément, et je pense que c'est là où il faut que je pense les clubs et les préparateurs physiques, même les entraîneurs, et cette analyse et se dire euh, ok, on reprend, on va voir le championnat, mais il y a deux choses. Il faut respecter aussi l'intégrité physique des joueurs, parce que Mm. rentrer dans l'intensité avec des joueurs dont on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait à la maison, c'est compliqué. C'est ça? Donc, il faudrait faire certainement une batterie de tests à minima sur la première semaine de rentrée pour voir où ils en sont, et pas que des batteries de tests physiques, mais quasiment physiologiques, savoir si comment se comportent les ischios, avec peut-être des tests isocinétiques. Donc en gros, ça mesure la force des ischios, on regarde les déséquilibres entre jambe droite, jambe gauche. Il y a un tas de choses à mettre en place avant de refaire de l'intensité, ou en tout cas avant de faire de l'intensité maximale, hein, et je ne sais pas si ça a été fait ou appréhendé correctement. Et pour moi, je pense qu'ils sont rentrés dans l'intensité très rapidement, sans avoir vraiment de base foncière. J'espère en tout cas que les clubs français ne vont pas faire la même chose, parce que ce sera une hécatombe, ce sera la même chose. Plus la chaleur, ce sera une Ouais. cata. Mais aussi, on connaît, enfin, on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup les capteurs au moment des entraînements. Au moment des entraînements, les capteurs sur le dos des joueurs, sous les dossards, etc. Est-ce que tu penses que c'est possible que les entraîneurs ils utilisent plus encore cette technique pour justement évaluer vraiment où en est le joueur physiquement, ou c'est pas vraiment utile? C'est un très bon outil, c'est un très bon outil en temps normal, parce que ça peut te permettre de savoir où ton joueur en est sur sa capacité à répéter les efforts de haute intensité, sur le kilométrage global des entraînements. Donc, tu peux comparer sur les 3, 4 mois derniers en phase de compétition et puis le mois de reprise. Tu vas voir qu'à un moment donné, il y a une diminution énorme de la possibilité de courir. Et du coup, c'est intéressant, mais à mon avis, c'est pas un bon indicateur parce que ben, c'est un indicateur comme un autre. Mais ce qu'il faut voir, c'est vraiment savoir exactement comment le joueur s'est entraîné. Donc, il faut que lui soit déjà vraiment honnête. Il y a des paramètres sanguins à doser, comme nous, par exemple, on peut le faire en athlétisme pour savoir un petit peu la fatigue qui a été engendrée par l'entraînement durant le confinement. Je pense au CPK, donc la créatine phosphokinase, les réserves. En gros, ce qu'on a pu avoir comme toxines dans le corps récentes. Il y a pas mal de choses à mettre en route, mais enfin, c'est très compliqué. Je pense que reprendre après 2 mois d'inactivité, parce que pour moi, c'est l'inactivité, c'est-à-dire que Oui, entre l'entraînement santé, je reste en forme, et l'entraînement de très haut niveau dont ils sont habitués, il y a vraiment une grosse différence, surtout dans l'intensité. Pas forcément dans le volume, mais dans l'intensité. Et il faudrait quasiment rajouter, et je pense que les clubs le font en fait, il faudrait rajouter 2, 3 semaines de préparation foncière, où on c'est ça. retravaille les fondamentaux, où on prend le temps de ne pas rentrer dans l'intensité dès la première semaine. Voilà. Ouais, et justement, je voulais revenir à ça, à l'Olympique de Marseille avec Villas-Boas. Villas-Boas, on sait qu'il aime beaucoup les préparations physiques avec le ballon, c'est-à-dire le moins tu cours sans ballon, mieux c'est. Est-ce que tu penses qu'il va devoir s'adapter et faire d'abord une préparation foncière, comme tu disais, ou il va continuer dans sa méthode physique avec ballon, avec ballon, avec ballon? Bon, je pense il peut repartir sur sa prépa intégrée avec ballon et réduire les intensités. Et je pense qu'il aura le même rendement que l'année dernière avec son équipe. Je pense d'ailleurs que euh, les joueurs de l'OM enfin pour certains, ce que j'ai pu entendre, je ne citerai pas les noms, mais je sais qu'il y en a qui ont bien bossé. Il y en a qui peuvent se permettre là, d'ores et déjà, de faire de la prépa intégrée et de commencer à pousser. Parce que certains ont été sérieux. Tout dépend vraiment du sérieux du joueur, tout simplement. Si le joueur a fait le travail nécessaire pendant le confinement avec
du volume, beaucoup de volume et sur des intensités de course importantes. Le Ouais, mec, il a fait sa préparation foncière, il rentre, il est nickel, hein, le joueur, hein. Mais ça, tout le oui. monde n'a pas cette conscience professionnelle, même si on joue à haut niveau. Et du coup, c'est vraiment, comme je te dis, c'est vraiment une analyse fine de l'équipe dirigeante pour pouvoir prendre les bonnes décisions par rapport aux joueurs et individualiser la préparation en retour en club. Tu as parlé des joueurs qui ont pu faire une belle préparation chez eux, etc. Est-ce que, enfin, c'est une question un peu rhétorique, je pense, mais il y a des joueurs professionnels qui ont des grandes maisons avec de l'espace, potentiellement une salle de sport intégrée, et il y a les jeunes joueurs qui ont 17 ans, qui n'ont pas encore de salaire, etc. Euh, il y a une réelle différence de possibilités de préparation physique entre les deux, où tu peux trouver par des moyens quelconques, quoi qu'il arrive, la manière de t'entraîner comme il le faut. Je pense que, je pense qu'il n'y a pas de, peu de différence. Je vais Ouais, être honnête avec toi, le gars qui a les couteaux entre les dents parce qu'il a envie de réussir et qui souhaite dans l'année à venir choper un contrat pro. Je pense que pendant le confinement, il s'est mis de compte. Et je vais te donner un exemple. Moi, j'ai jamais autant mis d'intensité dans mon entraînement personnel. Ça fait, j'ai arrêté ma carrière en 2012. mm, Pendant le confinement, j'avais tellement rien à faire que j'ai trouvé un voisin, un triathlète et qui est un bon athlète d'ailleurs, qui faisait l'entraînement. Je me suis mis avec lui, il m'a mis deux, trois séances où j'étais KO. Et du ouais, coup, je me suis servi de cette période-là pour revenir à un très bon niveau. ouais, Et ce qui prouve une chose, ce qui prouve que même avec leurs problèmes là, de 1 km aller, 1 km retour, avec voilà, du gouvernement, on pouvait arriver à faire de la qualité. Donc en 1 km, si tu sors, ouais. bon, hormis si tu vis à la montagne et que tu n'as que des pourcentages à 30% autour de toi, c'est compliqué. Mais pour l'ensemble des joueurs, je pense qu'il y a eu la possibilité, par exemple, d'aller dehors, euh, de faire soit de l'intensité, soit du volume. Bon, du volume, c'est plus facile parce que faire de l'intensité seul, c'est pas évident. Mais il y avait Ouais. cette possibilité-là. Voilà. Donc après, je te dis, c'est en ton âme et conscience, tout simplement. Faut Mais avoir je pense envie pas que et tu vas avoir une salle. Ouais, c'est sûr, tu vas avoir un tapis, tu vas avoir des haltères, tu vas avoir ci, tu vas avoir là. Mais si je compare en athlétisme, les Kenyans, ils n'ont pas de piste en tartan ou comme nous, on peut avoir ça en Europe et ils viennent et ils nous giflent hein, sur le 800 ou sur le 1500. Donc, pas de problème, hein, ils ont de la terre et ils viennent, ils mettent même pas les pointes, ils les mettent 4 fois par an. Ils viennent et ouais. ils nous giflent. Donc, c'est pas forcément ceux qui ont le plus les moyens, j'ai envie de dire, c'est ceux qui se donnent les moyens, tout simplement. Ouais. Voilà, quand on veut, on peut et voilà. Exactement. Pendant le confinement, bon, on sait c'était possible d'avoir des écarts nutritionnels facilement, enfin, dans la moyenne des Français, entre guillemets. La nutrition, c'est un rôle primordial pour toi dans la qualité de préparation physique ou même au sein d'une saison. C'est très important de bien se nourrir. En fait, en fait, c'est une base et c'est un prérequis pour faire du haut niveau. Et je suis très surpris parce que je ne suis pas tout le temps dans cet univers-là du football. Je suis très surpris quand je rencontre des joueurs euh, de voir qu'il n'y a pas cette sensibilisation dans les centres de formation ou dans le milieu professionnel. Sauf Ouais, être, par exemple, dans des clubs très particuliers du type Juventus de Turin, Liverpool, le Barça, le Real, des clubs qui jouent les derniers carrés de la Champions League, où mm, tout compte. C'est-à-dire que l'hygiène de vie, il y a des choses qui ont été mises en place, par exemple, au Paris Saint-Germain. On va parler de Paris parce que ça me fait, c'est un bon exemple. Euh, à l'époque du rachat du Qatar, du PSG par le Qatar, euh, dès la première année, certains joueurs, c'est certains joueurs, hein, c'est pas l'institution, hein, c'est certains joueurs, ont imposé que les petits-déj soient pris euh, au camp des loges avant ouais, l'entraînement et que les repas soient faits avant le retour à la maison ou avant les soins de l'après-midi. Et pour une seule raison, en fait, c'est parce que les joueurs se sont rendus compte que, notamment un mec comme Zlatan Ibrahimovic, que la possibilité euh,
d'avoir déjà quelque chose de qualité au niveau nutritionnel avant d'aller à l'entraînement, c'était très important. Lui, il se le faisait, lui avait cette exigence-là, mais tous les joueurs du vestiaire ne l'avaient pas. Donc il s'est dit, si on veut avoir des joueurs performants, eh ben, on va mettre tout le monde dans la même boucle et tout le Ouais, c'est monde va ça. bénéficier de ça. Les Verratti, les Pastore, Mhm. qui n'avaient pas forcément cette habitude-là, ont dû à un moment donné se mettre à bien manger, à bien boire, à faire les soins, etc. Et ça a amené les joueurs à avoir un niveau supérieur les deux, trois années après. Et je En pense gros, que c'est ça, le livre qui amène ça. Il n'y a pas de sensibilisation à la nutrition, à la bonne nutrition dans les clubs de foot professionnels, à part, comme tu as dit, dans les quatre. alors, ça commence à venir. Moi, j'ai vu un reportage, je crois que c'était l'été dernier ou l'hiver dernier sur le FC Nantes qui faisait ça avec les gamins. Hmm. Je pense qu'à l'OM, on commence à mon avis, à prendre le problème au sérieux. Ouais, Je pense que Bielsa a dû mettre l'OM sur la piste parce que c'était très important. Et à l'époque, je crois que c'était des plus belles années de l'Olympique de Marseille, dans les années 90 jusqu'à 95, il y a eu un préparateur physique qui s'appelait Roger Propos, qui était le meilleur ami de mon premier entraîneur en d'accord. athlétisme. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu su comment ça se passait. Et lui était très sensible à ça. Parce que nous, en athlétisme, c'est le carburant, c'est ce qui va nous aider à être performants. Sur un championnat, sur deux matchs dans la semaine, la nutrition a un rôle très important. Donc je pense que les clubs devraient peut-être prendre des nutritionnistes, organiser ce qu'a par exemple fait le Paris Saint-Germain ou les plus grands clubs. Je te parle de Paris parce que ça me vient à l'esprit, mais Oui. ça a certainement été fait ailleurs en France et que les joueurs ou les clubs qui te suivent ne soient pas offensés par rapport à mon exemple, parce que je ne connais pas tous les clubs, mais j'ai cet exemple-là en tête. Et je me dis, moi, dans ma formation, quand je suis parti en Angleterre, notamment à Crystal Palace, c'est quelque chose qui fait partie intégrante du club. Les gamins ont des, de la supplémentation alimentaire et ont un régime à suivre à l'académie tous les jours. Et c'est bien appréhendé. Et du coup, moi, en tout cas, à titre individuel, pour moi, c'est très important euh, de me servir de ça pendant la préparation avec les jeunes ou avec les pros, parce que tu te rends compte que la plupart des gens, quand tu les entraînes, n'ont pas cette possibilité en club ou très peu. Et moi, j'essaye à un moment donné de leur dire, ben voilà, déjà, la base pour bien réussir à récupérer, c'est de venir chercher ça dans l'alimentation, Ouais. de réduire les toxines. Parce que en ce moment, je suis un petit peu sur un régime un peu particulier, parce que je l'ai testé moi, c'est un régime alcanisant. En gros, c'est de réduire les toxines. Donc, tout ce qu'on mange, il y a beaucoup d'acidité. Il y a des conservateurs dans ce que tu peux acheter dans le commerce. Les joueurs ou les sportifs ont l'habitude de prendre beaucoup de boissons sucrées après les entraînements, bah ça c'est pareil, ça rajoute de l'acidité dans le corps. Et nous, tout ce qu'on veut pour éliminer les toxines, c'est justement euh, avoir des apports acidifiants le plus limité. Et du coup, je travaille là-dessus. Je leur ai donné un conseil déjà qui est basique, tout con, pendant la semaine d'entraînement là, c'est ramener régulièrement à l'entraînement une bouteille d'eau pétillante et vous rajoutez du citron à l'intérieur. Euh, Ouais. le citron, ça a un effet alcanisant, ça lutte contre les radicaux libres, donc c'est très Ça donne un intéressant. goût aussi. Ça donne un goût, voilà. Exactement. Le bicarbonate qui est présent dans l'eau gazeuse, c'est pareil. Et du coup, on va avoir un intérêt vraiment de consommer ça régulièrement après les entraînements, surtout d'endurance et de qualité. Voilà, donc ça, c'est des petites choses que je mets en place avant les entraînements, avant qu'on débute un stage. Et après, je vais plus loin. Je leur dis, voilà, les gars, euh, faites ce qu'il faut au niveau de l'alimentation. Réduisez-moi les viandes rouges à minima dans la semaine. Vous allez aller chercher le fer, par exemple, dans des épinards, dans des lentilles, etc. Vous allez me remplacer ça. Du coup, vous allez avoir moins d'apport en toxines. Donc, le fer, vous allez aller le Intégrant chercher ailleurs. la préparation, en fait. C'est quelque chose que quand tu prends des joueurs avec toi, tu ne leur fais pas que des entraînements physiques, tu leur expliques comment il faut manger, comment il faut boire, enfin tout ce qu'il faut. C'est pas que du physique, c'est tout ce qui va Ouais, avec la qualité, tout ça, limite. tout ça, c'est disponible dans plein d'articles sur Internet, etc. Moi, je Mm. le publie un petit peu sur Instagram pour mettre les gens un petit peu sur la voie. Après, après j'ai envie de dire, nous, on est curieux. Moi, j'étais curieux quand j'étais athlète parce que euh,
parce qu'on s'entraîne des fois en stage 14 fois par semaine. Ça m'est Ouais. arrivé de m'entraîner 14 fois par semaine. Le dimanche, le dernier entraînement du soir, tu sais même plus où tu habites parce que tu es tellement KO que voilà, tu es fatigué, tu as les jambes lourdes, tu débutes le footing, tu es KO. Et moi, quand j'entends des fois les joueurs se plaindre au niveau de la prépa physique, pour aller courir 12 km par match à haute intensité, faut passer par, faut passer par des sales moments. Donc je me dis, il faut qu'ils arrivent à comprendre que voilà, la récupération, c'est une base importante pour ne pas se blesser, pour être Mm. performant et pour gagner sa place. Parce que c'est important de faire la différence par rapport à son coéquipier à côté. C'est une place à prendre tout simplement. On va passer à ton activité en ce moment avec les jeunes de l'OM. Donc toi, tu animes des séances physiques avec des jeunes bah, comme Hugo Blondel et tu m'avais aussi parlé de Niels Nkunku. Est-ce que ce sont eux qui viennent vers toi ou est-ce que c'est toi qui les approches voilà, pour avoir leur opinion et potentiellement les prendre avec toi en prépa physique? Ouais, ce serait une bonne chose que ce soit eux qui m'appellent, mais non, ça marche pas comme ça. Les dernières, à la même époque, j'ai un ami qui travaille avec la société d'Yvan Lemay qui s'appelle Paul Anjo-Salves, qui est un ancien athlète que j'ai connu il y a quasiment 20 ans, qui me dit Flo, voilà, cet été, on va avoir des jeunes joueurs à remettre en route pour la pré-saison. On avait l'habitude de travailler avec un préparateur physique. Bon, on a envie de changer. Est-ce que ça t'intéresse? J'écoute, oui, D'accord. c'est gentil d'avoir fait pour moi. Et on a mis ça en place l'année dernière. Les joueurs ont été à peu près satisfaits. Je pense que la plupart ont eu envie de retravailler avec moi cet été. En gros, ça passe par, la plupart du temps, ça passe par donc Damien Marchetti et Paul-Angelo Salves. Damien Marchetti m'a envoyé tous ces jeunes de centre de formation qui sont pour moi de futurs joueurs pro par rapport à ce que j'ai vu cette semaine de travail. Et Paul-Angelo Salves m'a envoyé cette semaine Marvin Gakpa, un joueur sortant du FC Metz qui est Ouais, pro, ouais. qui vient juste de signer au Paris FC. Voilà, et je pense qu'à l'avenir, ça se passera comme ça, parce que j'ai un respect par rapport à la boîte. Donc, le patron, c'est deux, hein, ils sont deux, c'est Yvan Lemay et Siankou. J'ai un respect par rapport à ce qu'ils font, par rapport à moi. C'est très sympa d'avoir pensé à moi. Et moi, je m'efforce de faire du mieux que je peux avec ce que je sais pour m'adapter à leur situation et en club, tout simplement. Voilà, Ok. c'est comme ça que ça se passe. On voit aussi depuis pas mal de temps, voilà, que tu es avec Hugo Blondel. Ça fait plus d'une semaine. Lui, c'est une coopération sur le long terme, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu vois avec lui, jusqu'à quand ça va durer et voilà comment il va être, est-ce qu'il sera prêt à une reprise à haute intensité, lui, avec les U17 et enfin avec les U19 surtout, puisqu'il passe des U17 aux U19 nationaux et donc ça va être encore un cran au-dessus en termes d'intensité. Bon, alors, si je dois parler d'Hugo, je pense que je vais te choquer. J'ai déjà eu des joueurs de Ligue 1. Hugo peut jouer en Ligue 1 aujourd'hui. Ah Là, oui, il peut rentrer avec les pros à l'entraînement et leur mettre le compte au niveau physique. ah, Parce que, ouais, parce qu'en fait, justement, lui, à l'inverse de beaucoup, et je parle pas des gens du groupe, hein, je parle des gens en France, à l'inverse, lui, il a beaucoup travaillé pendant le confinement. Et il d'accord. se retrouve avec un bagage foncier qui est exceptionnel. Avant que je le récupère, moi, j'ai eu une discussion avec lui. Et je dis, bah, qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement, etc. Et il me dit, bah, j'ai fait un 10 km, j'ai fait des 10 km sur tapis, j'ai fait 38. Donc Ah quand il m'a oui, dit j'ai d'accord. fait 38, je connais un petit peu les valeurs, parce que je cours, moi, encore, je fais des 10 km et j'entraîne des gens qui sont à peu près à ce niveau-là. Et puis je dis, s'il vaut 38, ça va être intéressant sur le papier. Mais je me suis Hmm. dit, bon, je le connais pas, je vais apprendre à le connaître sur les prochaines séances, et je vais vite voir si c'est vrai. Ah Et oui, c'est ça. on a fait des 200, il était à 36 sans forcer. Je dis, ouais, là, c'est costaud. Donc, euh, c'est un joueur qui a, depuis que je l'ai, ça fait à peu près 3 semaines, a bien bossé. On a fait une séance pas plus tard qu'hier avec une séance sur laquelle j'ai des repères, pas forcément pour le football, mais par rapport à l'athlé. Il était capable de faire une séance d'un très bon junior en athlé. Un gars qui pourrait se qualifier au championnat de France sur 1500 mètres, par exemple. Donc c'est costaud. On a fait, pour te donner un exemple, 1000 mètres, 800 mètres, 600 mètres, 400 mètres et 200 mètres. Il a été capable de faire le kilo en 2,43 juste derrière moi.
un bon 800 sur la même allure, pareil sur le 600, une 4 au 400. Je pense que tu mets la moitié d'effectifs de Ligue 1, là, les meilleurs, ils seraient en galère avec lui. Ah oui. Donc, Ouais. Donc il est potentiellement, vraiment il est un cran au-dessus physiquement en tout ouais, cas. ouais, ouais, c'est très, très fort. Euh, c'est d'ailleurs aussi une question qu'ils vont devoir se poser aussi à l'OM, hein. Le faire jouer en défenseur central, c'est bien. Mais s'il est capable de gratter des ballons et qu'il a cette Hmm. capacité athlétique, en 6, il y Ouais. a un paquet de clubs, à mon avis, qui aimeraient avoir un joueur aussi polyvalent, hein. Ouais. Donc, Surtout que ouais, c'est il un va être costaud. Le technique. petit, C'est un joueur technique qui est capable de relancer propre, de sortir avec le ballon. Donc c'est ouais, ouais, c'est en plus, je l'ai vu sur le jeu court, on fait de la conserve. Parce que tu sais comme moi que même si je fais pas de la physique, de la prépa physique intégrée, faut que les joueurs aient le ballon. Donc, mais voilà, on fait. c'était la question que j'allais venir. Est-ce que tu fais de la préparation avec ballon aussi, de la préparation Ouais. physique? Voilà, je fais un peu à ma sauce au niveau si tu veux, de tout ce qui est pliométrie, travail technique, euh, travail de gestuelle, etc. Je me sers vraiment de mon passé et de l'expérience que j'ai pu avoir à l'INSEP ou en Afrique du Sud avec mes deux amis en Afrique du Sud étaient vice-champions olympiques et champions du monde. Et les deux entraîneurs que j'ai eu en Afrique du Sud, ils étaient très pointilleux sur la technique. Mon premier entraîneur était très bon là-dedans aussi, Pascal Odico. Et Fernand Ortebise était certainement le meilleur technicien avec Jacques Piacentin en athlétisme. Donc, je suis passé à bonne école. Et du coup, je me sers de ça parce que j'estime que chaque préparateur physique a on va dire une spécificité. Moi, Hmm. ça va être là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, on va apprendre à courir. Ouais. Et si on court juste, si on a de l'amplitude de foulée, si on sait se servir de ses pieds correctement, bah, ça va être l'économie gestuelle pendant un certain temps dans le match. On va finir moins fatigué, on va être plus rapide, on va être plus explosif. Et forcément, ça va être un rendement supérieur pour le club, tout simplement. Ok, Donc, ouais, ouais, ouais. lui va être complet. Il est très fort dans le jeu court. Euh, il est fort en endurance. Il est résistant. Et surtout, il a ce que peu de joueurs ont, c'est un lâche-rien. J'ai pas Ouais. vu souvent ça dans le football. C'est un mec qui se bat sur tous les ballons, sur les petits jeux, il se bat sur tous les ballons. Tu parlais Il tout à lâche. l'heure de quand on veut, on peut. Bah, lui, il représente cette mentalité. Ah, mais je pense que si tous les clubs en France avaient des joueurs comme ça, on s'emmerderait moins en Ligue 1. Parce que D'accord. moi, des fois, je vois des matchs, c'est des purges, Oui. comme tout le monde d'ailleurs, hein. Et rien contre les clubs, c'est juste que peut-être dans le choix des joueurs, dans le choix des profils, on devrait prendre des gens qui ont la grinta, comme en Angleterre, quoi. Ou si t'es pas capable de mettre de l'intensité, bah, tu restes à la maison et tu vas regarder le match dans les tribunes. Moi, je pense que ce qui est important, en dehors des qualités techniques au football, c'est d'être capable d'avoir la bonne mentalité. Et je suis content avec le groupe que j'ai là parce que la majeure partie des joueurs ils sont comme lui. C'est des mecs qui se battent, qui sont courageux et, euh, et tant que Paul et Damien ils m'enverront des joueurs comme ça ira parce que tu peux aussi te coltiner des feignasses. Mais là j'ai eu de la chance. Franchement je suis chanceux. J'ai des joueurs qui ont un gros potentiel et qui lâchent pas. Et franchement, alors je sais pas si c'est le fait que je fasse les séances avec eux et qu'on ait une bonne relation, mais j'ai vu des joueurs, j'avais pas vu ça depuis longtemps. Ah ouais. Ouais. Et, et pour parler de Denis Nkunku, tu l'as Non, toujours? non, non, non. Je l'ai pas eu encore parce que il y a des choses que je peux pas évoquer le concernant, mais je dois rediscuter avec Damien par rapport à lui dans la semaine prochaine. Donc je sais pas exactement où il en est et quelles sont ses avancées avec l'OM ou ailleurs. D'accord. Donc pour l'instant je sais pas où il en est. Pour rappel, Ouais. hein, pour les gens qui nous regardent, Nice Nkunku a reçu une proposition de contrat professionnel. Pour l'instant, elle n'a pas été acceptée. Elle n'est pas en passe d'être acceptée, mais on ne sait pas comment cette histoire va se terminer. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce Mm. petit problème. On va passer aux joueurs professionnels de l'OM. Voilà, on va en parler rapidement. On a Mandanda et Payet, qui ont deux cas qui ont souvent été très moqués pour leur physique. On a vu Mandanda cette année qui a été plus affûté que jamais et limite faire la meilleure saison de sa carrière. Payet n'a pas forcément été plus affûté, mais a quand même fait une saison vraiment une très très bonne saison. Mhm. Est-ce que être mince, comme on dit, être mince vraiment
physiquement, c'est 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 vraiment pas enfin être mince, est-ce que c'est vraiment primordial pour être bon sur le terrain? Tu veux dire être fit, être au poids de forme, c'est ça? Ouais, être fit, ouais, être fit. Déjà, moi, j'arrive pas à comprendre. Déjà, je vais être honnête avec toi, hein, et pourtant, je suis très tolérant. J'arrive pas à comprendre quand on est payé par un employeur, qu'on a un métier à faire, tu es payé 12 mois, enfin, je crois que c'est 12 mois au Mhm. football. Tu as, t'as un devoir je veux pas dire d'exemplarité, parce que j'aime pas le mot, je suis pas un exemple moi non plus, de Ouais, toujours faire des conneries, etc. Et je suis pas là. Ce que je veux dire, c'est que euh, le meilleur moyen de rendre un collectif fort, c'est d'être bon individuellement. ouais, Et si tu veux rendre service à ton équipe, il faut prendre cette responsabilité à bras le corps et se dire, bah, si je veux être performant et si je veux aider mon équipe, bah, faut pas que je sois déjà en surpoids déjà à la reprise. Bon, là, on mhm. parle de paillettes et on parle de Mandanda. Bon, c'est pas des gros mangeurs, c'est pas des gros problèmes. Tu as des Non, joueurs qui se sont foutus leur fin de carrière. Je pense à Ben Arfa. ouais, lui, c'était complètement autre chose. Donc, bon, après, c'est sûr que s'il y avait peut-être un suivi, comme on en a parlé tout à l'heure au niveau Nutri, ils en seraient pas là, ces joueurs. Et Ouais, ils seraient performants beaucoup plus longtemps. Mais ça, c'est une discipline personnelle. Euh, Quand tu as 3 semaines, un mois de récupération de ton côté, eh ben, il y a deux solutions. Soit tu vas et tu fais la fiesta et tu manges comme un porc et derrière, tu reviens et tu as paillole. Ou alors tu te dis, bah, je vais partir avec ma famille, mais par contre, voilà, je vais me faire des moments de détente, mais je vais quand même garder un petit peu la santé. Je vais faire attention à ce que je mange. Je vais quand même m'entraîner 1 ou 2 fois par semaine pour pas sortir de là complètement carbo. Et je reviens et j'ai profité parce que j'ai un peu de pognon, donc je suis allé dans un cadre exceptionnel, mais j'ai fait attention. Voilà. Et là, ils ont le temps après carrière hein, d'aller visiter le Mexique, la Patagonie, j'en sais quoi, je ne sais quoi. Moi. Donc, faire attention, c'est ouais, c'est un prérequis pour faire de haut niveau. C'est pas, on peut pas revenir en club gros. oui, Moi, ça me paraît choquant. Quoi. ok. Euh, pour finir avec les pros, on a Morgan Sanson, qui est un joueur qui a besoin de beaucoup travailler physiquement en préparation avant. Est-ce qu'il ne faudrait pas, limite, prendre un préparateur physique individuel pour s'occuper de chacun des cas différents? Parce que chaque joueur est différent. Voilà, Morgan Sanson a besoin de beaucoup travailler avant. Bounassar, lui, par exemple, c'est un joueur avec un physique déjà à la base très Mm, performant. mm, mm. Est-ce qu'il faudrait pas vraiment de l'individualisation de la préparation physique? Alors, c'est une question compliquée. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qui est fait en club. J'ai beaucoup de respect pour ce qui est fait en club. Parce que tu vois, je parle d'Hugo là. Tout à l'heure, on parlait d'Hugo. S'il en est là, c'est parce qu'ils ont fait une bonne saison aussi de préparation physique. C'est que Oui, les mecs qui l'ont encadré, ils sont bons dans ce qu'ils font. Donc, pour moi, ce qui est fait en club, globalement, c'est bien fait quand même. Euh, le problème de l'individuel, c'est, pour moi, c'est un problème personnel. C'est-à-dire que le préparateur physique, doit pas venir changer du tout de tout la donne, l'équilibre du joueur par rapport à sa préparation physique en club, ne pas alourdir la charge de travail, parce que pour l'alourdir et le blesser, ça sera contre-productif. En fait, ce qu'il faudrait venir faire, c'est se documenter par rapport à ce qui est fait en club et rajouter deux, trois choses. Peut-être un peu de renforcement musculaire, un peu de gainage, beaucoup d'étirements, parce qu'il n'y a pas assez d'étirements, selon moi, qui est fait en club et par manque de temps, de la kiné, des soins de récupération, peut-être un peu de travail foncier de son côté avec un prépa physique. Voilà. Mais ça doit être calqué sur la préparation physique du club. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas là de vouloir faire, ah ben voilà, Bounassar, il est très rapide, mais il manque de caisse, je vais lui faire de la caisse. Non, ça marche pas comme ça. ouais, Il faut bien appréhender ce qui est fait en club pour pouvoir être un plus pour lui. Donc ça se trouve, le gamin, il a besoin de rien en plus. Ça se trouve, il a juste besoin de faire 3 abdos, des étirements, un peu de mobilisation de bassin, de hanches, et il a besoin de cet accompagnement-là. Je sais pas, lui ramener des game ready à la maison, du complexe, peut-être qu'il a déjà ça d'ailleurs.
Mm. et lui faire une séance de récupération post-match parce qu'il n'en a pas fait assez en club. Il faut vraiment, c'est scientifique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître le joueur, lui demander ce qu'il fait en club. Mm. Et moi, je pense le respect serait, en tant que préparateur physique, carrément se mettre en rapport avec le préparateur physique du club et discuter avec lui. D'accord. C'est Juste pour compliqué, finir, hein. vas-y, tu peux Non, je dis répéter? c'est compliqué à faire, hein, parce que tous les Mm. préparateurs physiques en club n'ont pas forcément avoir envie de donner les données qu'ils ont par rapport à leurs données GPS ou la charge d'entraînement. Et ça, c'est compliqué, hein. C'est Ouais, compliqué. c'est sûr. Ouais. Puis, c'est-à-dire avoir un préparateur physique pour chaque joueur, ça engendre beaucoup de choses. C'est-à-dire connaître vraiment le joueur individuellement, comment il fonctionne. Ça prend du temps aussi. Mhm. C'est, ça se fait pas en un Mais jour. si tu veux faire du bon boulot et que tu as le respect pour le joueur et que tu fais pas ça pour le pognon, Mm. euh, eh ben, faut avoir cette déontologie. Tu peux pas entraîner quelqu'un si tu sais pas ce qu'il a fait. C'est pas possible. Ouais, c'est sûr. Voilà. Pour finir le live, on va passer sur ton avenir. Donc aujourd'hui, tu animes ces ateliers. C'est quoi ton objectif au futur? Est-ce que ce serait intégrer une structure pour te professionnaliser encore plus dans le métier autour du football? Non, alors moi, travailler en club, pour deux raisons, ça me plaît pas. La première, elle est d'ordre de stabilité. Dans le football, les équipes dirigeantes, elles changent tous les deux-trois ans. Ça veut Ouais. dire que tu n'as pas l'assurance de rester dans un club. Mettons qu'un jour, ou que ça se passe bien, par exemple, avec Villas-Boas, et qu'il soit content de mon travail, s'il part, moi, je ne vais pas forcément avoir envie de partir avec ma famille et mes deux enfants. Hmm. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que le rôle d'un préparateur physique en club, hormis en pré-saison, il est très limité. Il est très Ouais. limité parce que tu n'as pas grand-chose à faire à part échauffer les joueurs. Tu as certainement un programme de renforcement musculaire, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, tu sais que c'est pas toi qui va, hormis, je te dis, dans les gros clubs, il y a vraiment une base de travail. Ils sont cinq préparateurs physiques, c'est Ouais. l'usine et là, il y a de quoi faire. Mais sinon, t'as pas de prise directe pour faire progresser le joueur. Moi, ce qui m'intéresse en individuel, comme je le fais à l'heure actuelle, c'est que je sais que je vais amener un plus au joueur. Parce que tout Ouais. ce qu'il a travaillé avec moi, il n'a pas travaillé ailleurs. Donc, c'est une C'est ça. découverte déjà. C'est un Ok. plus parce que le gars, il va découvrir quelque chose. Donc, il va pas perdre son temps. Et deuxièmement, si on continue à travailler sur le long terme, je sais qu'il y a un plus, soit sur la capacité à répéter les efforts, soit sur la réduction des blessures, sur la nutrition aussi. On va continuer à travailler là-dessus. Donc, je sais qu'il va y avoir un plus. Je le sais parce que moi, je l'ai vécu à travers, dans ma carrière. Et je sais que le football, c'est un peu calqué sur ce qu'on fait en athlète. Donc, voilà, pour répondre à tes deux questions, j'ai une espèce de liberté d'entreprendre que j'ai à titre individuel quand je fais ça, que j'aurais pas en club. Ouais. Et t'es pas bien payé en club aussi. Euh, Ah oui, t'es pas, préparateur physique, c'est un des métiers les moins bien payés dans un club. Ouais, je vais te donner un exemple. Après, je connais pas ce qui se passe à l'OM à l'heure actuelle. Quand j'ai fait Oui, ma oui. formation, j'étais Oui, au ouais. Mans en Ligue 2, c'était en 2012. Les deux préparateurs physiques que j'ai adoré parce qu'ils étaient très sympas, ils m'ont vraiment expliqué pas mal de choses, gagnaient 1500 € avec des primes. 1500 € par mois avec des primes. Ah oui, d'accord. Pour Ouais. quasiment 45 heures de boulot, quoi. Les mecs, ils arrivent à la maison, faut, avec les clés USB, regarder ce qui s'est passé sur le terrain, analyser les données GPS. Ouais, c'est Un boulot monstre pour pas grand-chose. Et pour moi, c'est pas bien valorisé dans le métier du football. C'est pas hmm. valorisé du tout. Le physique, c'est quand même un des aspects les plus importants dans le foot. Donc préparateur de l'homme avec Villas-Boas, on dit non du coup. En gros, pourquoi pas, mais par exemple un travail un travail différent. C'est-à-dire, par exemple, avoir une fois par semaine euh, des joueurs parce qu'ils courent mal techniquement. Donc, soit de la réathlétisation et leur faire faire énormément de gammes, etc. Un travail qui va leur servir pour améliorer leur efficacité gestuelle. Ça, ouais, ça me brancherait bien parce que c'est pas fait en club. Tout simplement, Ouais. c'est pas fait. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie, ils aiment pas l'athlé, j'en sais rien, mais c'est pas fait. Ça, ouais, ça pourrait me brancher. Mais parce que ça va quoi? Ça va correspondre à peut-être deux, trois séances dans la semaine. C'est que dalle. Donc, Ouais. ouais, ça m'intéresse. Ok.
Donc, ton objectif personnel, Non, c'est mon quoi? objectif personnel, il est très simple. Je vais être honnête avec toi. Moi, quand j'étais jeune, en 2001, j'ai eu une blessure un peu bizarre là sous le pied, ce qu'on appelle une déchirure de l'aponévrose. Et je suis parti au CERS de Vouloris, euh, où beaucoup de joueurs vont se éduquer, soit à Cap-Breton ou soit à Vouloris. Et à cette époque-là, j'ai connu donc pas mal de joueurs. Il y avait Abdoulaye Meïté, il y avait Sébastien Piocel, il y avait pas mal de bons joueurs de foot. Et il y avait un préparateur physique qui était là, qui était assez marrant, j'ai envie de te dire, qui s'appelle Tiburce, qui est mort malheureusement, Tiburce Darou, qui a fait la Starac, etc. Mais un mec en or. Et j'ai adoré sa philosophie, j'ai adoré sa façon de travailler, j'ai adoré son attitude avec les joueurs. Et c'était un vrai bonheur de travailler avec un mec comme ça. Même en tant qu'athlète, moi, j'aurais bien aimé travailler avec un mec comme ça parce que c'était un bonheur de le rejoindre le matin à l'entraînement. Et tu savais qu'il allait leur amener un plus sur le terrain. Et ben moi, j'ai envie de devenir le prochain parce que je travaille pas comme la plupart des préparateurs physiques, tu l'as compris. J'ai envie que l'expérience à travers les séances qu'on fera ensemble euh, puisse être déjà enrichissante pour eux et surtout que ça puisse leur permettre déjà d'éliminer la plupart des blessures, d'avoir une bonne alimentation, d'avoir une bonne hygiène de vie. Et Hmm. crois-moi, dans le bon milieu, il y a de quoi faire. Il faut que- ouais, d'accord, ok. Ouais. Ah, parfait. Ouais. Merci. Si tu as un message à faire passer aux joueurs professionnels ou même pas professionnels, tu peux y aller. Et si tu Non, veux. écoute, pour l'instant, comme je disais, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça se passe avec la société Sport Profil et j'en suis satisfait. Il y a des chances que je puisse continuer à avoir des pros de leur part. Ils ont beaucoup de joueurs, donc il y a forcément quelque chose qui va se créer entre leur structure et la mienne. Et puis après, bah, si d'autres pros sont intéressés pour rejoindre, euh, pour faire appel à mes services, bah, ça sera avec plaisir parce que de toute façon, je travaillerai de la même façon, avec le même professionnalisme pour eux et je ne me limiterai pas forcément à une société. Mais c'est vrai que la priorité leur est donnée parce qu'ils m'ont sollicité. Et après, ça sera avec vraiment grand plaisir si j'ai des joueurs dans la région, là, c'est encore mieux que de se déplacer à Paris ou à Strasbourg ou ailleurs, quoi, tout simplement. On a une question là, juste avant de te laisser partir de Muriel Magellan. Y a-t-il des conséquences psychologiques, j'imagine, sur le physique des joueurs à cause du confinement? C'est-à-dire, dans ta tête, tu te dis, ouais, j'ai rien fait depuis 2 mois et demi, donc mon corps, il est mort. Ouais, il y a des conséquences psychologiques, c'est très facile à comprendre. Déjà, il y a des conséquences un petit peu. Je pense que la plupart des joueurs ont traversé, comme tout être humain, une sorte de pseudo-déprime. À un Ouais. moment donné où tu es là, même si tu as ta baraque qui fait 400 mètres carrés quand tu es footballeur, quand tu peux pas sortir, tu es habilité à aller faire les courses, bon, même s'ils n'y vont pas, je pense. Mais tu peux pas faire ce que tu veux, tu es un peu prison break, quoi. Tu peux rien faire. Donc forcément, il y a déjà une espèce de déprime qui s'installe. Donc ça, c'est compliqué. Et ensuite, le manque d'intensité, comme on l'a dit, euh, c'est compliqué quand tu reviens à l'entraînement et qu'il faut remettre les bouchées doubles. Donc, psychologiquement, je pense que, heureusement que ça s'est pas éternisé, mais je pense que les joueurs ont pris peut-être un coup au moral. Il faut remettre la tête en route aussi. Par rapport à des objectifs qui sont même pas dessinés pour les joueurs de Ligue 1. Les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, eux, ils savaient qu'ils allaient rejouer, ils n'avaient pas un gouvernement Mm. aussi débile. Parce qu'il n'y a que nous, il fallait qu'on se démarque et qu'on arrête le championnat de France de Ligue 1 sans penser aux conséquences économiques. Donc, Mm. c'est compliqué pour les joueurs de se dire, je vais me mettre, je vais m'entraîner dur sans avoir un objectif à court terme. C'est très compliqué pour le joueur, pour l'athlète, pour ce que tu veux. Donc, ouais, il y a eu forcément ces conséquences-là. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Florent Lacasse. Bon, On va te c'est moi libérer. qui te Et, remercie. c'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Ça marche. Bonne soirée. Merci toi aussi. Salut. Ciao. Et juste pour finir, vous pouvez nous suivre sur Instagram et tout ce qu'il faut. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre page Utip.
sur laquelle vous pouvez faire des dons récurrents, des dons individuels et même regarder des pubs qui nous donnent de l'argent et ça nous aide beaucoup car notre seul financement, eh bien, c'est vous et voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour un nouveau live avec un prochain invité.